Rétro, ouvert en continu le jeudi et le samedi de 10h à 18h. Si vous voulez en savoir davantage, direction le site de la communauté d'Emmaüs 95. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Anguin. Nous retrouvons maintenant l'horoscope avec Angélique. Bonjour. Alors il y a l'horoscope, les infos et nous on commence vers 3-4, mais comme ça vous permet de voir comment ça se passe. Bonjour. 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 Séparation inévitable, la chance se redonne les clés du succès. Lion, toujours en quête de nouvelles aventures, celle-ci risque de vous surprendre. C'est marrant de faire ça en famille. Et elle s'est pas fait accompagner par monsieur. Elle aussi cela. Verseau, vous aurez les moyens de convaincre et de remporter un contrat juteux. Poisson, vous êtes obligé de sortir On met le casque. pour avancer. Bonne journée Christophe. Merci beaucoup Angélique, très bonne journée à vous Angélique.fr pour retrouver tous vos horoscopes. Doucement, doucement, les invités s'installent tranquillement, bien sagement. Ils sont déjà en stress, en panique, mais c'est que le bar de l'économie avec Florence Sueur qui démarre dans un instant de 9h à 10h et nous parlerons comme une fois par mois avec le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains et notamment ce matin c'est Emmanuel Cuisinier qui sera avec nous. Il adore tous les arts visuels, c'est un fou, un passionné. Il nous dira tout dans un instant. Et puis d'autres invités aussi viendront agrémenter le bar de l'économie. C'était la matinale. Très bonne journée. Je vous retrouve demain matin. Et un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous avec Sophia Duarte. Et je m'en mets dans les boutons, mais c'est pas grave. C'est à vous, Sophia. Allez-y. Débutons avec le Grand Paris. Les présidents des départements d'Île-de-France et Valérie Pécresse demandent une séance exceptionnelle pour le lancement d'un audit technique et financier du Grand Paris Express et de l'établissement public d'État qui en assure le pilotage. Cela permettra un débat indépendant sur les nouvelles orientations du projet en ce qui concerne le calendrier, le programme, le budget et les mesures de substitution. Partons à Auvers-sur-Oise. Le festival perd 42% de subventions de la part de la mairie, c'est-à-dire 15 000 €. La municipalité se défend en évoquant les pénalités financières à leur charge pour le non-respect du quota de logements sociaux estimé à 341 000 € par an. L'ancien maire PS Jean-Pierre Becquet crie au scandale car ce festival est le fleuron de la ville. Il est connu dans toute la France et à l'étranger. Pour Didier Hamon, le président du festival, il y aura un déficit cette année et la 39e édition en 2019 sera très compliquée. Parlons emploi. La Poste recrute 5 550 personnes en 2018 dans toute la France, dont 3 000 facteurs en CDI. Sont recherchés des non-diplômés jusqu'au Bac+5 pour tout type de métier, comme facteur, chargé de clientèle en bureau de poste, conseillers bancaires, commerciaux ou experts du numérique. Chaque année, les volumes de courrier diminuent de 6%, mais il y a de plus en plus de colis, 8% de plus l'an dernier. Cela est dû au commerce en ligne qui prend de l'ampleur. Il faut donc développer une série de prestations de services, de la collecte de papier recyclé à la visite des personnes âgées ou à la livraison de repas. Chers automobilistes, sachez que la route départementale 301 dans le sens Paris-Beauvais et la RN1 à hauteur de Montsou seront fermées dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 avril de 22h à 5h. Le but de la SANEF, la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, est de prolonger l'A16 et d'effectuer des travaux en toute sécurité. La déviation sera mise en place via la RN 104 et 184. Finissons ce flash avec une petite sortie culturelle. L'Orangerie du Val-Ombreux propose Dans ma maison des contes racontés en musique. Interprétés par le duo Unisson, Néza Chevet et Olivier Lerin, nous plongerons dans un univers gai et entraînant le mardi 17 avril à 14h pour les enfants de 7 ans et plus et à 15h30 pour les enfants de 3 à 6 ans. Inscription obligatoire sur le site soisismontmorency.fr ou en appelant au 01 34 05 21 45. Merci beaucoup Sophia. La suite de l'actualité à midi 10 avec un autre point complet sur l'actualité proche de chez vous. Il est 9h03, très bonne journée. Voici le bar de l'économie. Voilà, je vous présente Julien qui fait notre technique. Allez, c'est parti avec le générique. Bon, je vais essayer de ne pas m'enfourcher vu que je me suis couchée très tard. Je vais vraiment mêler les pédales. C'est
quand on lit, on s'en mêle les pédales. Bonne émission. Merci. Bonne journée. Donc si vous voulez parler, vous parlez bien près de votre micro. Jeune homme, si vous avez envie d'intervenir, faut pas hésiter. Monsieur aussi, je connais pas monsieur, mais c'est pas grave. Mettez-vous à côté de votre fils, je suppose. Exactement. Voilà, donc si vous avez envie de parler, d'intervenir et de poser des questions à nos invités, bah, vous avez le droit. Mais parlez près du micro par contre. D'accord. Allez, on est au bar de l'économie, c'est comme un salon de thé sur l'économie. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme ce matin. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et les évolutions économiques, tel est l'objectif du bar de l'économie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la FM, en live via Facebook ou en vidéo, en web radio. Ça y est, je m'en mêle ce matin. Je suis un peu fatiguée, pourtant c'est que le matin. Allez, une info importante, elle vous l'a dit tout à l'heure, Sophia, les élus d'Île-de-France montent d'un ton. Les présidents des départements ainsi que la présidente de région Île-de-France ont demandé ce 9 avril un audit externe du Grand Paris Express et de la Société du Grand Paris du fait du report de la ligne 17 et du hub à Pleyel de la ligne H non programmée dans les travaux. Par un courrier adressé au président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, les élus locaux ont sollicité une séance exceptionnelle afin de procéder au lancement, à la demande en fait, d'un audit technique et financier du Grand Paris Express et de l'établissement public d'État qui en assure le pilotage. Ils considèrent, les présidents d'Île-de-France et des départements d'Île-de-France, qu'ils n'ont pas été en mesure, faute de disposer de quelques informations que ce soit, de jouer leur rôle de contrôle et de codécision qui pourtant leur est reconnu par les statuts de la Société du Grand Paris, et en bouleversant sans aucune concertation avec les élus ni avec la population d'ailleurs le calendrier de réalisation de cette ligne 17 qu'on appelle Grand Paris Express. En fait, en passant sous silence les causes réelles de cette décision, l'État a rompu brutalement l'équilibre de gouvernance et la relation de confiance qui avait jusqu'ici permis l'avancement du projet. Une expertise complète donc menée par un prestataire indépendant est demandée. Ils espèrent qu'elle permettrait de faire la lumière sur les raisons qui ont poussé l'État à revoir ce calendrier, je vous rappelle, reporté à 2027. Mais ce dernier, pour l'instant, l'État donc refuse de leur transmettre toute information sur ce report. Voilà, on attend un peu plus d'informations. Tout à l'heure, ce midi, je pars en conférence de presse. J'espère que j'aurai d'autres nouvelles à vous donner. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes mercredi, deux thèmes à l'honneur, le numérique dans l'art et l'aide aux entreprises. Le numérique dans l'art grâce à la ville d'Enghien-les-Bains qui, depuis 10 ans, soutient le travail d'artistes d'un nouveau genre, je dirais entre imaginaire et réalité. Emmanuel Cuisinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des expositions et des éditions du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, avec vous et du Festival d'un numérique, bien sûr, qui se tiendra au mois de juin. Donc avec vous, nous verrons comment depuis 10 ans le numérique évolue dans l'art avec différents artistes, au travers par exemple de Yoshiro Kawaguchi, d'Orlan, Catherine Icam, Alex Verast, des artistes qui ont été justement produits à Enghien-les-Bains. Et nous brosserons peut-être le tableau de ce qui va se passer au festival au mois de juin, 14 et 17, je rappelle les dates. Festival qui se terminera par un concert de Vitalik. On entendra un petit morceau tout à l'heure de Vitalik. À vos côtés, Cyril Baraban, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général d'Initiactive du 95, en tout cas. C'est un acteur incontournable de la création d'entreprises en France, sous forme associative. Vous êtes maillé sur tout le territoire français. Il est présidé par Michel Lefebvre, si mes infos sont bonnes, et vous aidez à développer l'entrepreneuriat. En Île-de-France, il faut savoir que c'est 5396 entreprises franciliennes accompagnées l'année dernière, dont 1200 nouvelles entreprises qui ont permis de créer 3700 emplois, 139 millions d'euros injectés dans l'économie de l'Île-de-France et un taux de pérennité de 90% pour les entreprises que vous accompagnez, car on va dire que votre spécialité, c'est de suivre justement, même après leurs installations, ces entreprises. Vous êtes accompagné pour l'exemple justement d'Isabelle Dupuis. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez fondé votre start-up. Vous avez fondé votre start-up donc en 2014. Oui. C'est un restaurant qui est installé à Saint-Gratien, oui. Mais en fait, vous vendez aussi, vous faites de la vente à emporter. Alors avant de vous donner la parole à tous, on fait une petite pause musicale, un standard du jour. Julien nous propose une belle musique. Vous m'avez pas dit ce que vous vouliez en premier. Mais vous mettez le 1, c'est numéroté. Ah oui, mais vous l'avez barré donc. Non, j'ai pas barré, ça c'est la. Je vous ai dit que j'ai pas eu le temps de le préparer. Non, vous avez barré tous les titres.
Bah forcément, c'est les titres d'hier, ça. D'accord, ok, ça marche. On met dans l'ordre. Julien, on fait attention au timing parce que là, on est très speedé aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Emmanuel est très bavard, hein, Emmanuel? Ok, on y retourne. Alors attendez, je mets ma fin, voilà, j'y suis. C'est bon? Ça fait 2 minutes là à peu près? On y retourne? Ouais. Ah, c'était Stacy Kent avec cette très jolie chanson qui s'appelle Des petits riens. Du 14 au 17 juin, le festival Bain Numérique va dévoiler une exposition, une compétition en art visuel, une fabrique numérique partout dans la ville d'Enghien-les-Bains, des projets avec des artistes, des projets avec des élèves de différentes écoles de partout en France et d'Enghien, une compétition internationale d'art visuel, des expositions, des conférences donc partout dans la ville aussi, et ça se terminera par un concert, le concert de Vitalik, un groupe de musique électro bien connu. Mais pour vous faire un petit peu comprendre qu'est-ce que l'art, le numérique dans l'art, Emmanuel Cuisinier, vous avez produit des artistes depuis 10 ans à Enghien, des artistes majeurs, je dirais, qui ont jalonné la programmation du Centre des Arts. On peut dire que dans l'espace, on va dire, de la culture en France, ce ne sont pas des artistes tellement reconnus finalement pour le moment. Alors, si nous, auditeurs, on veut investir dans l'art, finalement, est-ce que si on voyage dans les 10 dernières années des expositions que vous avez menées, quels artistes, au travers de quels artistes on peut faire comprendre donc le numérique dans l'art? Ou l'art avec le numérique? C'est dense, toute cette question. Alors, déjà, enfin, il y a plusieurs choses. Je pense que le travail est déjà mené par le Centre des Arts depuis 2002 sur le territoire d'Enghien-les-Bains, avec pour le festival la 10e édition du festival. Mais comme le festival est sous forme de biennale, donc ça fait un peu plus de 10 ans en fait que l'on travaille avec le festival. Les arts numériques, il y a toujours un rapport un peu particulier avec les arts numériques dans le paysage de l'histoire de l'art en général, et c'est aussi le travail que l'on mène au quotidien autour des projets que l'on reçoit au Centre des Arts. Il y a une sorte comme de rupture, je dirais, dans ce paysage-là. On a l'impression que les artistes, ou en tout cas le propos qui est montré, qui est soutenu par ces artistes, est issu d'une sorte de génération spontanée dans le paysage de l'histoire de l'art. Et c'est à nous justement de montrer le continuum qu'il peut y avoir dans l'histoire en général et cette proposition qui est faite par les outils d'aujourd'hui. Chaque artiste a toujours été contemporain finalement de son époque en utilisant des outils qui sont les leurs, comme les impressionnistes se sont servis à l'époque des techniques de la peinture en tube pour pouvoir sortir et peindre d'après nature. Et bien aujourd'hui, les artistes s'emparent aussi des technologies de la vidéo qui est de plus en plus à portée de main au niveau des technologies, au niveau des techniques, au niveau du numérique, au niveau des ordinateurs. Et c'est très naturellement que forcément le statut de l'œuvre qui en résulte bouge. Là-dessus, il y a effectivement depuis 2002 la volonté par le Centre des Arts d'avoir à promouvoir une programmation à la fois nationale et internationale. C'est une belle qualité aussi pour un lieu comme celui-là de pouvoir faire partager de tels propos, de telles opportunités aussi sur un territoire. Et c'est vrai qu'on a de cesse d'avoir à montrer des artistes, alors pas forcément connus parce que voilà, chaque domaine a aussi sa spécialité, mais je vous assure qu'après ça, en prenant peut-être quelques exemples, on est vraiment avec des personnalités qui ont été pionniers dans leur domaine respectif. Alors cette année, le festival Bain Numérique, vous lui avez donné le thème de Human Future, Human Future on va dire en français. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a une évolution aussi du travail des artistes? Je crois que d'un côté, je viens de parler à la fois de l'idée de promouvoir un petit peu ces techniques, ces technologies, ces propos, et en même temps, aujourd'hui, il faut pas se leurrer aussi, la question des technologies, notamment en France. On sait très bien qu'en France, lorsque vous regardez des statistiques, lorsque vous regardez des analyses, le comportement des Français est extrêmement rétif, finalement, à la question de l'intelligence artificielle, etc. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir à se projeter vers l'avenir et savoir finalement quelle sera la place occupée respectivement par la machine et par l'homme, l'être humain en général, et sa relation, et de voir un petit peu, d'envisager quelles seront justement ces collaborations possibles.
Alors, on peut peut-être parler, il me semble qu'il y a quand même, il me semble qu'il y a quand même une évolution au niveau des artistes actuellement, puisqu'au départ, je me souviens de Stellark, c'est plutôt des robots finalement, ça nous montrait plus, il y a tout un travail de différents artistes sur le thème purement du robot, où on voit une œuvre type sculpture, mais en mécanique de robots qui bougent. Et puis, au contraire, par exemple, le travail de Catherine Hickam et Louis Fléry ou Alex Verrast, où là, on arrive plus avec des images animées, voire même qui sortent vers le public et qui interagissent avec nous. Alors, je pense qu'en fait, il y a aussi des articulations. Une des caractéristiques aussi de l'art, du domaine artistique aujourd'hui, c'est son métissage avec d'autres disciplines. Ce n'est plus l'art contemporain, les arts plastiques très stricto sensu. D'ailleurs, on parle aujourd'hui d'art visuel, on ne parle plus forcément d'art plastique. Les arts visuels intègrent aussi la question des technologies. On n'est plus dans un savoir-faire uniquement manuel, on est aussi dans un savoir-faire aussi technique, scientifique. Et justement, ces métissages entre art et science, entre art et technologie, art et informatique, art et mathématiques, on est, de ces mélanges, on est aussi dans le fait d'avoir à écrire une nouvelle sémantique de l'art et une façon de proposer de nouvelles typologies d'œuvres. Pour reprendre par exemple la question de Stellark. Alors Stellark, qui c'est d'abord, c'est quelqu'un qui est issu d'un mouvement artistique d'un courant des années 70 qui est extrêmement connu et en même temps extrêmement controversé. C'est la question du body art dans les années 70. Le body art, c'est quoi? L'histoire de l'art, c'est une écriture d'une seule ligne. Finalement, les choses se mettent les unes au bout des autres par réaction ou par continuum. Finalement, quand vous regardez l'histoire de l'art, le body art, c'est quoi? C'est le fait de se dire, c'est quoi vraiment l'œuvre d'art? Est-ce que finalement j'ai besoin... L'œuvre d'art, elle est dans la pensée de celui qui fait l'œuvre, et donc pourquoi pas dans le corps réellement de l'artiste. Et finalement, si ce n'était pas le corps de l'artiste lui-même qui était le berceau de l'œuvre d'art. Donc ce sont des artistes qui vont travailler avec les sécrétions de l'être humain, qui vont travailler sur leur corps et expérimenter leur corps dans leurs limites, le sommeil, le plaisir, la violence, la souffrance, etc. Bref. C'est un peu le répertoire d'action. Et il s'est fait connaître, Stellark, par des suspensions, c'est-à-dire qu'il mettait des crochets dans sa peau et il se suspendait donc en lévitation. Donc il y avait tout un travail sur la résistance du corps, etc. Et là-dessus, il partait d'un constat qui était très simple, c'était la question que le corps, l'être humain, justement, le berceau de la pensée, avait ses limites. Celle de la mort, celle du handicap, dans son amplitude aussi, l'idée de se dire, voilà, vous ne pouvez être qu'ici, vous ne pouvez être que là, et vous ne pouvez avoir que cette taille, cette dimension, cette portée-là. Donc il a décidé d'augmenter son corps de machine, d'exosquelette, donc prolonger son squelette par la machine. Et il a décidé de mettre en place justement tout un système de machines qui permettrait de l'augmenter, de lui donner de nouvelles possibilités. Donc on voit cette démarche qui va continuer, et il n'a de cesse depuis une quarantaine d'années, d'avoir ce travail obsessionnel autour de l'articulation entre l'homme et la machine. Vous parlez d'évolution, l'idée c'est que finalement, Catherine Hickam, qui est le deuxième exemple que vous suivez et que vous avez pris, et elle va vraiment se placer sur autre chose. Malgré tout, elle sévit, j'ai envie de dire, depuis les années 70 aussi, autour de la question du portrait et de l'identité. Se poser la question justement de l'identité, c'est quoi? C'est se dire que quelqu'un qui a une identité, c'est quelqu'un qui a une personnalité, quelque chose qui est intrinsèque à elle-même. Et en même temps, c'est quoi la personnalité et l'identité finalement à l'ère du numérique? Finalement, quand on a la capacité de partager autant de choses, est-ce qu'il y a ce symptôme de dilution finalement de l'identité, de la personnalité par l'avènement des réseaux sociaux, des technologies, etc. Et en même temps, c'est très poétique, je trouve, le travail de Catherine Hickam. Il en demeure, par contre, ça montre une sorte de différentiel entre Stellark et Catherine Hickam, que je ne souhaite absolument pas, mais en tout cas, Catherine Hickam, elle est vraiment dans un travail beaucoup plus de la lenteur, beaucoup plus introspectif, et avec un travail qui intègre vraiment la notion de poésie. C'est deux travaux qui s'opposent presque, en fait, j'ai envie de dire. Elle va travailler sur une interactivité, mais pas une interactivité, vous voyez, je vais à droite, ça va à droite, je vais à gauche, ça va à gauche. Non, il y a quelque chose qui est engagé par le mouvement du corps du spectateur face à l'œuvre, qui va agir sur l'œuvre, mais l'œuvre très vite va être rattrapée par sa propre temporalité
Et vous avez des portraits comme ça qui vont être générés par des sortes de matières d'images qui vont bouger, et vous avez ces visages en lévitation. C'est sur un fond extrêmement sombre, avec un environnement sonore extrêmement lent, extrêmement aérien, atmosphérique. Et là-dessus, donc, elle va proposer ces visages les uns à côté des autres et qui vont bouger comme en lévitation dans une sorte de halo. Oui, c'est très, très intimiste. Très intimiste, oui. Et alors, par exemple, si on prend donc un autre artiste qui est Orlan, alors lui c'est complètement différent. On a l'impression de se retrouver dans un jeu vidéo finalement, alors que c'est presque un peu angoissant, je dirais même, pour quelqu'un qui ne joue pas comme les jeunes actuellement, avec des couleurs qui ressemblent à une BD. C'est presque une BD. Alors, en fait, bon, les artistes dont vous parlez là, ce sont des artistes qui sont programmés pour le festival. C'est vrai qu'on avait envie d'avoir aussi une sorte de représentation de la scène contemporaine, la scène numérique contemporaine. Orlan, c'est une femme qui elle travaille aussi depuis les années 70, et elle n'est pas si loin de Stella, qu'au sens où lui est issu d'un mouvement artistique qui est le body art. Elle a inventé un mouvement, un courant artistique, une pensée qui est l'art corporel. Donc c'est un petit peu l'équivalent mais en français. Elle a créé ce courant-là. Et c'est quoi l'art corporel? Simplement, elle lutte contre les prérequis du corps par rapport à une société donnée. Voilà, vous êtes une femme, vous avez 30 ans, vous devez vous marier, vous devez avoir des enfants, et toutes ces attentes finalement d'une société qui va peser bon gré mal gré finalement sur le corps d'une personne. Mais après ça, voilà, on sait très bien, il n'y a pas que le corps de la femme, de toute façon il y a le corps des femmes en général, mais le corps des êtres humains, et chacun sent aussi finalement cette ascension culturelle, les attentes familiales, politiques, sociétales, etc. Et tout ça pèse sur le corps, et elle voudrait vraiment, elle, par le biais de son corps, puisque c'est le berceau de sa pratique, c'est son corps, je le rappelle. L'idée ici, c'est par le principe de son corps, faire finalement de son corps le lieu du débat public. Donc elle va s'amuser justement à lutter contre le fait qu'une femme, c'est pour être jolie, une femme qui vieillit, elle devient moche. Donc en fait, elle veut vraiment lutter contre tout ça, et donc elle met en place des moments de réflexion. Elle met en place des moments de réflexion, et par exemple, elle va avoir tout un travail sur la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique pour faire quoi? Eh bien, en fait, elle va s'amuser à prendre des implants qui étaient destinés normalement au départ pour avoir des pommettes et puis pour avoir un menton. Et elle va simplement les greffer dans son visage, mais à des endroits différents. Donc, elle va se créer des tempes en relief. Et donc, justement, pour créer cette espèce de surprise et faire en sorte que, en voyant cela, on commence la question de la discussion, provoquer quelque chose. Une réflexion philosophique, en fait, entamer une réflexion philosophique complètement sur nos actes. Sur le statut de la femme. Elle est une femme. Et par exemple, typiquement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand je parlais finalement des relations homme-machine, par exemple, pourquoi parler de l'homme systématiquement plutôt que de parler de l'être humain et de l'homme avec un grand H qui l'emporte finalement sur la question de la femme. Elle est très à cheval justement sur ces questions de vocabulaire. Ces questions de vocabulaire qui ne sont jamais innocentes malgré tout dans le choix et le répertoire qu'utilise chaque personne à l'endroit où il parle. Et donc, elle est vraiment là-dedans. Et quand vous travaillez avec elle, vous êtes sensibilisé à tout ça, et ça prend du sens. C'est une femme qui réfléchit, qui donne des conférences, et là, elle propose notamment dans le festival quelque chose qui va parler d'une pétition. C'est une provocatrice. Hein. Elle va parler d'une pétition contre la mort. C'est-à-dire la dernière limite de l'être humain aujourd'hui, alors à l'heure où finalement par le biais des sciences, des technologies, des connaissances médicales, on peut reculer la maladie, on peut reculer finalement les limites du corps, c'est la mort, la finitude de la mort, la finitude du corps. Et donc l'idée, c'est une pétition contre la mort en disant c'est assez, dites non, sachez dire non au corps, etc. Et donc elle met en scène, elle met en œuvre tout ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière, viser l'immortalité, il y a un côté clairement anti-religieux. Il y a aussi l'idée de se refuser, se soustraire à l'expérience individuelle ultime, j'ai envie de dire. Et finalement, elle est là comme une sorte de militantisme non contre la mort. Et c'est vrai que quand vous discutez avec elle et quand vous connaissez un petit peu Orlan, elle ne peut pas s'endormir parce que le sommeil est égal finalement à la question de la mort. Bon, après ça, il y a aussi toutes ces réflexions, toutes ces névroses qui viennent aussi là derrière. Mais je trouve que malgré tout, même si on peut sourire de ça, même si on peut trouver ça extrêmement choquant, extrêmement... ceci ou cela, le but est de susciter des réactions et de créer par cette réaction un moment de discussion.
Merci Emmanuel Cuisinier. Je rappelle que vous êtes en charge des expositions, des éditions pour le Centre des Arts et évidemment du festival Bain Numérique qui aura lieu au mois de juin prochain. On voit que Orlan propose une réflexion sur tous les sujets de société actuels. On revient tout de suite sur ce thème, mais tout d'abord, un petit extrait de Vitalik, le groupe qui sera en concert en juin à Enghien-les-Bains. Alors après, on a encore 5 minutes. Est-ce qu'il est possible? Je sais pas. Mais par rapport... Maintenant, on va passer à autre chose. Parce que pour les bains numériques, c'est vrai que c'est un festival et c'est un peu compliqué pour les gens d'avoir à comprendre la fabrique numérique, la programmation, etc. Juste simplement dire les tiroirs et à qui ça s'adresse. Oui, maintenant, les 5 minutes, ce que je voulais, c'était qu'on présente le festival. De toute façon, j'y reviens le 2 mai, je reviens dessus le 16 mai. Le 16 mai. Non, mais on va dérouler petit à petit. Okay. Chaque émission, on va prendre un thème, vous inquiétez pas. Parce que le 2 mai, c'est... bref, je vous le dirai après. Le 16 mai, il faut voir qui. Les porteurs de projets, vous pouvez les accompagner. Est-ce qu'il y a le cas? Non, peut-être vous pouvez conclure sur l'histoire des bains numériques pour amener l'édition de cette année. Ça peut-être bien. Ça nous reste 5 minutes. Ouais. Il reste pas longtemps. Parce qu'après, sinon, ils n'auront pas la parole. Non, c'est pour savoir justement. Parce que Emmanuel Cuisinier est très bavard, comme vous voyez, j'ai du mal à l'interrompre. Je peux pas, c'est intéressant. Donc. Je mets très peu de points dans les phrases. C'est des phrases. On reçoit un bain de culture. Du coup, on est scotché, on ne dit plus rien. C'est vrai. Voilà. Donc, non, c'est pour la prochaine fois. Moi, je dis, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'il y ait peut-être en même temps avec un Dominique artiste. Théodosis qui viennent pour parler de ce qui va se passer là-bas, pour justement que vous soyez plusieurs, parce que sinon, on a du mal à comprendre effectivement où, que, quoi. C'est très compliqué en fait. Et en même temps, c'est très simple. En même temps, c'est très simple. On y va? On y va? Nous sommes toujours aujourd'hui en train de parler le numérique dans l'art. Le festival Bain Numérique va battre son plein du 14 au 17 juin. Alors Emmanuel Cuisinier, quelle histoire et pourquoi Human Future pour cette année? Alors, le festival, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir à retracer finalement cette historique et comprendre aussi comment on est cela. Le Centre des Arts, très vite, a trouvé sa vocation par rapport à la promotion des arts numériques dont on vient de parler. Les arts numériques, l'introduction finalement de ce type d'outils dans le domaine artistique, quel qu'il soit, là je parle des arts visuels, mais les arts chorégraphiques, etc., va induire forcément de nouveaux rapports et de nouvelles sémantiques, je le disais tout à l'heure, de l'art. Et l'idée ici, c'est que ce festival, au départ, qui était à destination des professionnels, l'idée c'était de proposer à des professionnels d'avoir à se réunir et à réfléchir justement sur ces nouvelles propositions artistiques et sur ces nouvelles relations entre justement une discipline et les nouvelles technologies. Donc là-dessus, il y avait un travail de conférence, de promotion, d'ateliers, d'artistes qui se posaient des questions, donc pas forcément des statuts des propositions qui étaient montrées, qui n'avaient pas forcément le statut d'œuvre finie, mais qui étaient vraiment des ateliers, des workshops, etc. Nous sommes rendus compte que très rapidement, à ces moments de réflexion, dont la population aussi a entendu parler, il y avait un véritable engouement aussi, le fait de se dire « Ah oui, mais le spectacle qu'on voit ce soir, donc en fait, a fait l'objet de plusieurs ateliers, ça fait depuis 1 an que vous travaillez dessus, etc. » Et on a vu vraiment la volonté des habitants, et puis des personnes qui fréquentaient le lieu, d'avoir accès aussi à ces moments de réflexion. Et très vite, le festival, qui était donc un moment de réflexion et de discussion entre professionnels et artistes, pour pouvoir, s'est ouvert à la population, et dès lors, on a dû aussi s'adapter et proposer aussi des propositions terminées, des propositions finies, et à côté de ça, des œuvres en devenir. Voilà pour la genèse. C'était en octobre 2006 la première édition des Bains Numériques. Les 2 premières éditions, à vrai dire, en fait, étaient tournées plutôt vers une orientation professionnelle. Et dès les Bains Numériques 3, on était dans une ouverture avec une programmation de concerts, de spectacles vivants, d'installations, etc. Et toujours en accès libre pour la population. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des propositions aussi diversifiées et puis aussi de cette qualité-là, en termes de la programmation que l'on a, est quand même extrêmement prestigieuse. Je tiens à le rappeler.
tout ça en accès libre. Oui, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est toute la ville qui participe cette année. Un peu partout, vous allez investir différents lieux dans la ville et les habitants vont participer. En fait, c'est la grosse nouveauté finalement, peut-être par rapport aux autres éditions précédentes. Bon, c'est vrai que dans les autres éditions, il y a eu 2, 3 lieux, mais là, il y a au moins 5 ou 6 lieux différents, plus des écoles. Donc ça, c'est la grosse nouveauté cette année, la participation des écoles. Eh ben non. Et en fait, simplement, on essaie de le rendre visible. Et l'idée, c'est que, justement, en fait, le festival semble extrêmement complexe. Et simplement, par rapport à ça, on souhaite garder un axe professionnel, un axe grand public et un axe surtout, en fait, l'idée de montrer que l'on travaille aussi sur un territoire avec un territoire. Et simplement, c'est quelque chose que l'on faisait très spontanément et on s'est rendu compte qu'on souffrait aussi de cette image d'élitisme. Et l'idée, c'est ici d'avoir à valoriser ces initiatives que l'on mène quotidiennement au Centre des Arts. Et notamment, le festival se prolonge sur le week-end et le dimanche, on va vraiment valoriser justement l'aspect familial, l'aspect du travail qui a été fait pendant toute l'année par rapport à ce festival qui est une sorte de point d'orgue vers le mois de juin et le fait de créer ces rencontres et de montrer et de mettre à disposition ces relations. On reviendra dans nos émissions du Bar de l'économie au mois de mai et au mois de juin. On déroulera le programme détaillé. En tout cas, je vous rappelle, du 14 au 17 juin, une exposition, une compétition en art visuel, une fabrique numérique, on vous expliquera tout ça un peu plus tard, des projets dans la ville, des projets d'artistes, des projets d'élèves, une compétition internationale d'art visuel, des expositions et des conférences. Merci beaucoup Emmanuel Cuisinier d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va réécouter un second titre de Vitalik et ensuite on passe à la deuxième partie de notre émission. L'investissement et comment aider les entreprises, car de toute façon, qu'on soit artiste ou une entreprise ou un magasin ou un commerçant, enfin quelle que soit l'activité économique qu'on a, on a toujours besoin de se financer. Très bien. Tu as trouvé l'artiste? Non, c'est peut-être pas du numérique, c'est celui qui mettait un pied... Donc on passe que sur Vitalik sur les 3, c'est ça? Oui. Après on passe à autre chose. On aura l'occasion d'en repasser pendant le mois de mai de Vitalik, on va en entendre. C'était aussi une référence aussi, ça se trouve, non? Et après on passe à l'élève. C'est des affiches qu'on a faites. Donc je suis désolé, je vois pas forcément là. En fait, c'est un pied qui était un corps. C'est de la musique électro, hein. Vous avez compris. Bon, alors, à nous. De voir que tu vas bien, et voilà. Bon, bah, écoutez, merci Emmanuel. Belle émission. Au mois prochain. Au mois prochain. On en reparle un petit peu avant. Maintenant que j'ai l'adresse mail directe, ça sera plus simple. Parce que sinon, c'est toujours à 5 minutes avec Dominique, évidemment. Sur la veille pour le lendemain. Le connect. Allez. S'il est en voyage, on a du mal. Hein. De toute façon, oui. Après ça, vous pouvez faire un petit Skype. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. On y va. Cyril Baraban, vous êtes donc directeur général d'Initiative 95. Alors c'est énorme, Initiative 95. Donc vous avez financé plus de 250 entreprises l'année dernière. Mais dites-nous un peu qui est cette association, comment vous fonctionnez au niveau de votre réseau, parce que vous êtes en réseau avec d'autres associations. Voilà, donc nous sommes intégrés dans 2 grands réseaux de la création d'entreprises, 2 réseaux nationaux, Initiative France et France Active. Initiative France, c'est plus de 220 plateformes en France qui soutiennent 17 000 créations ou reprises d'entreprises tous les ans et on mobilise 1,5 milliard d'euros d'investissement dans l'économie française. On est aussi structuré régionalement avec Initiative Île-de-France. Donc vous avez cité les chiffres tout à l'heure. Et Initiative 95 agit sur le département du Val d'Oise. Et l'année dernière, donc, on a soutenu 258 entreprises, donc c'est précis. Ça, c'est juste pour le Val d'Oise. Et je rappelais les chiffres en introduction, c'est 5396 exactement entreprises en France. Alors non, ça en c'est sur Île-de-France, pardon.
et 17 000 sur la France Et 17 000 entière. sur la France. Voilà. Et donc sur le Val d'Oise, l'année dernière, on a levé 25 millions d'euros d'investissement pour nos entrepreneurs, puisqu'on les accompagne dans la création de leurs projets ou leur reprise d'entreprise. Mais on fait aussi un gros travail de recherche de prêts bancaires, de mobilisation de ces prêts, et on intervient aussi avec des garanties pour sécuriser les interventions et des prêts à taux zéro pour consolider les apports personnels du créateur. Alors, est-ce que vous acceptez toutes les demandes d'entreprises ou Bien est-ce que sûr. vous avez un choix, vous avez une stratégie, j'allais dire, vous allez dans telle activité ou Non. telle autre ou... Non, aucune. En fait, justement, le parti pris, c'est d'être généraliste. Donc, on travaille sur des projets innovants, sur des projets de start-up, mais on travaille aussi pour des activités de petits commerces, des activités artisanales, des professions libérales. Là, le réseau Initiative Île-de-France vient de lancer un prêt santé pour accompagner les créations de centres de santé sur les territoires franciliens. Donc, on sait qu'il y a un déficit de professions libérales sur les territoires, et l'accompagnement de ces entrepreneurs, en fait, quelque part, de ces professionnels, ils ont les mêmes besoins que n'importe quelle entreprise, ils ont besoin d'investir, et donc nous, on va proposer des solutions d'accompagnement aussi sur cet axe. On peut financer des projets agricoles, voilà, donc on est très très large dans nos champs d'action. Alors, qui avez-vous aidé l'année dernière, par exemple? Des réussites peut-être, ou alors des réussites un peu plus anciennes que vous continuez à accompagner? Alors, c'est difficile de sortir des projets comme ça. On a financé des grosses reprises de PME. Je pense par exemple à HPMI sur Sarcelles, c'est plus de 50 salariés. Donc, vous financez aussi la reprise d'entreprise, voilà. il n'y a pas que la création. Voilà, donc ou Jacquet de Chaume, par exemple, dans le nord du département, c'est une belle PME. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont des TPE avec 10-15 salariés et qui sont en fort développement. Donc sortir quelques exemples comme ça, c'est un peu compliqué, mais l'année dernière, on a soutenu par exemple un projet intéressant, Coena, qui a obtenu l'agrément d'entreprise d'utilité sociale. En fait, c'est une entreprise qui adapte des sites internet pour des personnes qui sont déficients visuels. Et c'est un beau projet dont le cœur de l'activité est l'utilité sociale. Et donc, on a tout un pan de notre action qui se dédie à l'entrepreneuriat engagé pour accompagner les chefs d'entreprise qui veulent soit insérer des publics en difficulté, soit préserver l'environnement. Voilà, donc on a un champ d'action très large aussi sur cette voie de RSE, en fait, responsabilité sociale des entreprises. Alors, si on veut vous contacter, comment on fait? Alors, vous pouvez aller sur notre site internet. Il faut vous contacter par internet, il faut vous appeler, il faut taper à la porte. Initiative95.fr, mais sinon vous avez le site d'Initiative France qui recense toutes les plateformes en France. Le site de France Active aussi, qui recense toutes les associations territoriales. Vous pouvez aller aussi sur le site d'Initiative Île-de-France, qui concentre en fait toutes nos actions et toutes les informations sur nos réseaux. Donc on tape, on est créateur ou repreneur d'entreprise, on tape à la porte, ou on vous Exactement. appelle, on prend rendez-vous, c'est comme ça que ça se passe? Exactement. Donc, et vous recevez tout le monde? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Sans sélection? En fait, on a un parti pris, c'est que la personne qui porte un projet entrepreneurial, même si elle ne va pas au bout de sa création d'entreprise, ce projet en fait est utilisable, c'est de la matière pour construire un autre projet professionnel. Donc on a des services d'accompagnement très très en amont de la création d'entreprise qui nous amènent à plutôt conseiller aux porteurs de projets d'aller vers une formation qualifiante ou de retourner à l'école, voilà, pour apprendre le métier, ou de faire un stage, ou de retrouver un emploi dans le secteur donné. Voilà, par exemple, un jeune qui veut créer un restaurant, qui n'a pas ni l'expérience ni l'apport personnel suffisant, on ne va pas lui dire écoute, on ne te prend pas. On va plutôt lui dire écoute, ça serait bien que tu puisses travailler 2 ans dans le secteur. Ça serait bien qu'il y ait 15 000 € d'apport personnel au moment de ta création.
avec une expérience dans le métier, tu seras beaucoup plus crédible à l'égard des banques et là, on pourra te soutenir et intervenir. Voilà, donc on est dans cette méthodologie d'accompagnement, on n'est pas dans une logique binaire où on dit oui ou non. On essaye d'utiliser cette matière quand on accompagne le porteur. Bon, après, il y a des projets qui n'ont pas accès au prêt bancaire. Donc là, on va être assez directif puisqu'on considère qu'il y a trop de fragilité. Et notre rôle aussi, c'est de faire cette sélection et d'écarter les projets qui nous semblent non viables. Donc c'est aussi notre métier. Justement, parlons-en, parce que on reproche en fait aux investisseurs français, si on n'a pas, on va prendre l'exemple des GAFA, si on n'a pas de GAFA en fait en France, c'est parce que les investisseurs français trouvent que c'est trop risqué et n'investissent pas suffisamment à long terme, parce que pour développer des projets de cette envergure, ça coûte beaucoup de temps en développement, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et en France, on reproche donc que ce manque de financement à des projets de cette nature. Alors nous, notre positionnement sur le marché du financement de l'entreprise, c'est sur des TPE. On est sur des petites activités. Et en fait, je vais dire small is beautiful, c'est-à-dire que on pense que il vaut mieux soutenir un petit projet et appuyer son développement, son premier développement et pousser sa croissance, plutôt que de partir sur des très très gros investissements. Bon là, on n'est pas du tout dans ce cadre d'action. Ce qui se passe sur la Silicon Valley, bon, il y a des projets très innovants sur Paris qui se lancent. Il y a un écosystème d'investisseurs et on assiste à une croissance de l'investissement et du capital investissement dans les TPE. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais de là à ce qu'on soit comparé aux GAFA, il y a... Oui, non, mais sans aller dans marge. les GAFA, par exemple, une société qui voudrait créer, je vais dire n'importe quoi, un jeu, mettons, elle va avoir du mal à se financer parce que l'aboutissement du projet peut prendre plus de temps que prévu au départ, forcément. On est dans du développement intellectuel. Et là, en France, on reproche aux investisseurs de ne pas suffisamment investir, de ne pas prendre de risques suffisamment. Là, c'est plutôt de la recherche et développement. Donc, BPI France a des outils de financement dédiés sur ces cibles d'acteurs économiques. En fait, ce qui nous semble important à Initiactive, c'est que la compétence technique puisse être contrôlée et gérée par les entrepreneurs. Donc, voilà, c'est votre spécificité. C'est-à-dire que vous accompagnez et donc vous pensez qu'il y a du mal à contrôler ce type d'activité. En fait, c'est important que le dirigeant ait une compétence technique. Par exemple, s'il développe une application, à partir du moment où il va faire appel à des compétences externes, tout de suite, ça va coûter énormément d'argent et d'investissement. Alors que s'il a, lui, cette propre compétence, il va pouvoir créer cette richesse. Et nous, on va pouvoir l'accompagner par la suite dans son développement. Alors, vous travaillez aussi avec CitéLab et Lavise. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, qui sont ces associations ? Alors, le réseau CitéLab, il est porté par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, c'est un réseau, il y a une centaine de CitéLab en France. Et là, on intervient au cœur des quartiers de politique de la ville. Donc, on a, au sein d'Initiactive, on a 4 CitéLab. Un sur Cergy-Pontoise, un sur Argenteuil, un sur Persan-Beaumont et un autre sur Roissy. Voilà, donc là, on a des salariés qui sensibilisent à la création d'entreprises et qui aident les entrepreneurs à passer de l'idée au projet. Parce que, en fait, en France, plusieurs études ont été faites. Il y a plus de 3 millions de Français qui ont le désir d'entreprendre. Mais entre le désir et l'idée et le passage à l'acte, il y a souvent un gap qui est énorme. Et donc nous, on accompagne ce passage avec des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs. Donc on a des ateliers de créativité, on travaille avec du photolangage pour aider l'entrepreneur à passer de cette idée à un projet qui est construit et réalisable. Nous sommes avec Cyril Baraban, directeur général d'Initiactive du 95. Cyril Baraban, je vous propose une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite pour voir comment vous accompagnez les entreprises. C'est qui là ? C'est Julien, je ne sais plus, c'est qui ? Adèle. C'est Adèle.
Donc là, je propose qu'on passe accompagnement pour faire parler. Voilà. Peut-être Les que meilleurs avocats, c'est les personnes qu'on a. je lui passe la parole tout de suite, ou bien vous voulez dire un petit mot dessus? Non, c'est bon. Et vos fonds, ils viennent d'où en fait? Alors, on a des partenariats avec la région Île-de-France et les communautés d'agglomération du Val d'Oise. Donc c'est public. C'est public. Mais la Caisse Mais- des dépôts aussi, La Caisse des dépôts, quand même. l'État, C'est beaucoup. voilà. Mais on a de plus en plus de partenariats privés en fait. Voilà, donc Avec les business angels, des trucs comme ça ou pas non? trop, non. Non, on est en fait là on travaille de plus en plus avec les banques qui deviennent mécènes en fait. D'accord. Avec les cartes, puis on fait des pots zéro, prêt au zéro, c'est ça? Ou des Ouais. garanties que vous faites? Ouais. Donc les banques, donc on a 4 banques partenaires, Groupama, il y a ADP qui est partenaire chez nous, voilà, et on essaye de plus en plus de mobiliser la sphère privée et de l'engager aux côtés de nos entrepreneurs, quoi. Parce que la sphère publique Et vous êtes seule quoi ne suffira pas à... Vous êtes combien de salariés dans cette association? On est 20 en total. Ah oui. Et l'action d'initiative, ça touche 2000 emplois consolidés sur le Val d'Oise. Voilà, donc, parce qu'en fait, on a un portefeuille de 800 entreprises accompagnées en premier développement. Donc c'est un boulot énorme, quoi. Voilà. Donc, parce que il y a le financement, mais il y a toute la chaîne après. Aussi, avec tout ce que l'on fait derrière, quoi. Mais ça veut dire que vous prélevez quelque chose sur le... Non, c'est gratuit pour nos entrepreneurs. Mais vous vivez comment? Alors, nous, on vit de subventions. Voilà, donc on est subventionné et en fait, c'est les pouvoirs publics mettent de l'argent chez nous parce qu'un entrepreneur va créer une richesse On y retourne. considérable. Donc le retour sur investissement est... Attention, on repart. Nous parlons aujourd'hui financement et accompagnement des entreprises avec Cyril Baraban, directeur général d'Initiative 95. Justement, Cyril Baraban, vous êtes accompagné aujourd'hui d'Isabelle Dupuis, qui a créé Poésie et compagnie, on va dire, grâce à vous. Alors, Isabelle Dupuis, comment vous avez procédé, en fait? Comment l'idée est venue de créer ça? Poésie et compagnie, c'est tout d'abord l'histoire d'une reconversion professionnelle. Donc, au démarrage, j'ai été aidée par un cabinet, Altedia, donc, qui m'avait parlé de France Active. Donc j'ai contacté Initiative 95. Donc vous étiez alors moi j'étais salariée j'étais chargée de projet marketing en charge de l'événementiel client dans un grand groupe Veolia, on peut le citer. Et en 2013, il y a eu un plan de départ volontaire. Donc moi j'avais un projet déjà en tête et j'ai décidé de passer de franchir le cap et de partir en reconversion professionnelle. Vous aviez tout de suite l'idée de partir dans la restauration ou bien vous aviez fait non, plusieurs... Non. En fait, vous étiez une passionnée de cuisine. Exactement. Et vous donc avez dit pourquoi j'en ferais pas mon métier. Je savais ce que je voulais faire. Et c'était vraiment un projet... Alors il faut savoir que, et ça je tiens vraiment à l'appuyer, c'est que on claque pas tout si vous n'êtes pas entouré de votre conjoint et de vos enfants. S'ils n'adhèrent pas, c'est pas la peine. Donc, parce que c'est quand même un gros changement de vie. Donc moi je suis partie, j'ai repris mes études en 2013. J'ai préparé un MBA entrepreneuriat et cuisine parce que pour moi j'avais vraiment besoin d'une vraie légitimité pour devenir restauratrice. On n'arrive pas, pour moi il faut... Vous l'avez fait où? Alors je l'ai fait en collaboration avec l'ESG à Paris et l'Atelier des Chefs Pro. Et à Paris. À Paris. Et j'ai continué avec de la pratique chez Ferrandi et chez Ducasse à Argenteuil. Ah oui, c'est donc de jolies formations. Oui. Voilà. Et donc, après, sur le plan du financement, on m'a conseillé de faire un prêt couplé, donc avec Initiative et ma banque. Donc Altedia, vous avez pris le cabinet Altedia pour vous conseiller. C'était dans le cadre de mon départ dans le groupe. Et voilà, Altedia m'a conseillé... de contacter Initiative 95. Ce qu'on a fait. Donc on a monté... parce que le cheminement, c'est vous montez quand même un plan de financement, vous montez un dossier. Donc on a soumis ce dossier à une commission. Oui, je rappelle que vous avez ouvert un restaurant qui s'appelle Poé et compagnie à Saint-Gratien. Donc là, il y a des vrais investissements lourds. Exactement. Ça coûte cher une cuisine professionnelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un financement complémentaire. Et ça s'est fait vraiment très vite. Initiative a été vraiment très réactive sur le sujet, ce qui m'a permis de démarrer rapidement mon activité.
Alors c'est vous qui êtes au fourneau? Oui. Tous les jours? Tous les jours, donc j'ai une équipe, hein, j'ai un apprenti de Ferrandi de Saint-Gratien d'ailleurs, et donc là j'ai un collaborateur qui part vers d'autres horizons et je suis en cours de recrutement. Mais voilà, j'imaginais pas cette reconversion sans être dans ma cuisine. Moi, voilà, diriger mon restaurant c'est une chose, mais ce qui m'intéressait c'était cuisiner. Donc Pot et compagnie, c'est un concept, on mange dans des pots. On est sur une carte de 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Je renouvelle ma carte toutes les semaines. Je travaille avec des producteurs locaux, donc j'ai été labellisée sur des produits d'ici, cuisinés ici, parce que ça, pour moi, c'est un vrai engagement. L'Île-de-France est une région très riche, donc c'est vraiment... Oui, on a beaucoup de chance. Voilà, on a beaucoup de chance, donc le concept... j'ai une partie vente emportée, c'est-à-dire que tout ce qui est proposé en salle, je le propose en vente emportée, donc toujours dans le bocal. La seule différence, c'est que les pots sont consignés en vente emportée. Et ce renouvellement de cartes. Et donc, Initiactive, bon, ça a démarré, j'ai démarré avec eux en 2014, mais ça ne s'est pas arrêté le jour où j'ai eu mon financement. C'est-à-dire que depuis 2014, on est toujours en contact, on est soutenu, et ça, je tenais vraiment à le préciser, il y a une équipe, on a un parrainage, c'est-à-dire qu'ils nous mettent à disposition un parrain ou une marraine. Moi, j'ai eu cette chance au démarrage. Donc, vous avez eu un parrain qui était Oui. un ancien restaurateur? Là, non, c'était une personne qui était plus dans la finance, donc pour le démarrage. Et on est vraiment soutenu pendant toute la durée. Et là, ça fait 3 ans et demi. Donc, et Pot et compagnie va se développer. Oui, donc c'est une réussite, on va dire. Oui, je je croise les doigts. Donc, parce que la nouveauté, c'est que vous allez vous installer, vous allez ouvrir un commerce à Enghien. Voilà, donc ça va être un nouveau point de vente, donc qui va être plus basé sur la vente emportée. Il y aura quelques places assises. Donc projet, donc croissance, donc appel à Initiactive. Oui, réinvestissement. Voilà, réinvestissement. Et donc Initiactive a répondu présent et on est en train de monter le dossier pour se développer. Alors, Cyril Baraban disait que vous n'avez rien payé, en fait, au départ. Donc, il n'y a pas d'adhésion, finalement, vous ne demandez pas on demande une cotisation. Ah oui, quand même. Mais en fait, l'adhésion, elle est libre. C'est-à-dire que l'entrepreneur a le choix d'adhérer ou pas à Initiactive 95. En pratique, au vu de nos services et de la chaîne de solidarité dans laquelle on se place, je pense que 95% des entrepreneurs adhèrent chez nous. Cette adhésion, elle est importante parce que les entreprises vont rentrer dans notre communauté. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on apporte de l'accompagnement dans la durée. Voilà, sur les 5 premières années, parce que voilà, on est positionné sur la naissance de l'entreprise et son premier développement. Oui, alors donc je rappelle que Initiactive 95 accompagne des entreprises, 258 l'année dernière, donc c'est pas rien. Beaucoup d'emplois créés en plus, puisque vous, par exemple, Isabelle Dupuis, vous avez créé 3 emplois en parallèle. Alors quels sont vos besoins actuellement ? Alors là, je suis en cours de recrutement pour un cuisinier expérimenté qui sera plutôt mon bras droit par la suite. Donc ça avance, le recrutement avance, mais voilà, c'est pas facile dans ce secteur. C'est pas facile dans le secteur de la restauration, donc vous confirmez ce que les analyses économiques de bâtiments comme la restauration, on a du mal à trouver chaussures à son pied finalement, alors qu'il y a énormément d'emplois à pourvoir. Merci beaucoup Isabelle Dupuis. On va tout de suite, nous sommes mercredi, aujourd'hui c'est la chronique RH, ressources humaines. On va tout de suite entendre Georges-Olivier Carré qui nous a proposé le thème de la bienveillance. Bonjour Georges-Olivier. On est juste là. On est juste, oui, parce qu'il nous reste 4 minutes d'antenne. Après, vous aurez peut-être une petite 30 secondes de conclusion. Il faut aller très très vite. Hein. Je vais le faire. D'accord. Et votre idée de Pot et compagnie, c'est donc c'est des pots de... C'est non, c'est des gros pots VEC. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en verre. Voilà, donc toutes mes recettes, oui, c'est du verre. C'est du verre, donc voilà, donc pas de déchets. Enfin voilà, moi j'ai une démarche aussi par rapport à mon vécu. Et en fin de compte, j'essaie de penser tous mes plats. Il faut que je les revisite dans le bocal. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... Enfin, et c'est ça que j'aime, c'est aussi cette recherche de se dire, tiens, j'ai envie de faire ça, mais comment je vais le faire dans le bocal? Et la carte, elle est toujours faite en fonction de ce que je vais trouver le dimanche au marché ou le samedi au marché.
j'anticipe pas forcément beaucoup sur mes cartes parce que je travaille qu'avec des produits de saison. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. La fraise, vous n'allez pas en avoir chez moi. La courgette, il n'y en a pas. Je suis désolée. On en trouve, mais... Ah bah très bien. Bon alors, une minute. Merci Alors Julien. j'ai trois producteurs. Et l'inconvénient quand vous êtes un tout petit concept comme ça, c'est que fin, vous allez on sur la les fera marchés. sur le- Donc, je fais mes 3 marchés par générique, semaine. si vous voulez. Oui, oui. Sur les C'est dernières monsieur qui va C'est ce conclure. que vous avez Alors, au départ. L'idée, c'est... Donc moi, je travaillais à Avenue Kléber et j'ai connu les Et là, frères il reste Fermiot chez une Coco. 40 là de. En 2009, feuilles j'allais tirage. manger chez eux. Et un jour, je me suis dit, mais c'est génial. Si un jour, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, je le ferai dans le pot. Voilà. Alors, j'ai envie de vous donner... Attends, excuse-moi, 2 minutes, que je la prévienne. Je vais vous donner la parole 30 secondes pour au niveau de la rentabilité de l'investissement. Et puis après, vous concluez en 1 minute. Ça vous va? Parce que vous avez été rentable. Ce qui est intéressant, c'est de savoir au bout de combien de temps vous avez pu vous verser un salaire. Toujours pas. Ah oui. Non, donc on va poser la question. Alors. Non, parce que je réinvestis justement dans le projet de développement plutôt que de... En fait, vous payez les salariés, Exactement. mais vous, non. Je préfère, c'est ce que je dis, je préfère payer mes salariés, toutes mes charges, tout, et on verra, je préfère réinvestir. Combien de temps vous avez d'être L'adresse. L'adresse, tu vas la trouver sur Internet. Je vais Saint-Gratien. vous donner ma carte. Ah, mais tu peux la donner. Ah oui. Ok. On va donner l'adresse. Oui. On va donner l'adresse. Ça se termine dans 30 secondes. Il nous restera 3 minutes. 3 minutes, ça va très vite, 3 minutes. Donc, je dirais 2,30. ok. Le compte à rebours, là, nous décompte le temps qui nous reste. D'accord. Oui, sur l'écran. Donc de 2,30, c'est fini. Ok. Ok, on reprend la main directe. Avec le peuple viendront les terres. Avec les terres, la richesse. Cette richesse. Donc on va surtout donner l'adresse. De la rectitude du prince. Et les jours d'ouverture. Si c'est toute la semaine, le week-end. Oui, Quels sont plus vite les jours de Florence, fermeture. c'est à vous. Merci Georges-Olivier Carré. Isabelle Dupuis, alors vous, votre restaurant, c'est Pau et compagnie à Saint-Gratien. Voilà, à quelle adresse? Alors, dans le centre commercial du Forum, à Jean-Gabin. Donc, on est ouvert du mardi au samedi. Et donc, le midi est vente emportée le soir. Et on privatise le restaurant tous les soirs à partir de 8 personnes. Votre téléphone? 01 34 16 23 69. Merci beaucoup et on sera Merci à ravis vous. de découvrir la boutique Avec à plaisir. Anguin. Combien de temps? Les travaux ont commencé d'ici, j'espère, 1 mois et demi. Le mois de juin. Vraiment. Pour juin, Oui, pour les j'espère fêtes de fin juin, mai, si ça possible. sera ouvert. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Merci à Dupuis vous. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cyril Baraban, un petit mot de conclusion. Alors, on agit dans le cadre du programme Entrepreneur Leader porté par la région Île-de-France, en partenariat avec toutes les agglomérations du département du Val d'Oise. Pour que les franciliens puissent se renseigner, vous pouvez vous connecter sur le site d'Initiative Île-de-France. Voilà, donc il y a un site internet et vous aurez tous les renseignements. Et pour les Valdoisiens, vous pouvez vous connecter sur notre site initiative95.fr. Voilà, donc on a 3 antennes, une sur Cergy, une sur Argenteuil et une sur Sarcelles. Voilà, on a plusieurs points de permanence aussi, dont une sur Plaine-Vallée par exemple et sur Anguin. Donc vous pouvez nous contacter au 01 30 31 96 66. Voilà, n'hésitez pas parce que si vous êtes porteur d'un projet, Initiative, l'avantage de ce réseau, c'est qu'ils acceptent tous les projets, je le répète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous retrouvera à l'antenne dès qu'il y a des nouvelles entreprises qui se créent. En attendant, on va vous souhaiter une bonne journée. Demain, c'est un spécial sécurité. On entame un nouveau thème au bar de l'économie. C'est le thème de la sécurité des territoires. Qui ça concerne? Oui, puisque le cluster sécurité s'est installé en Val d'Oise. Et donc demain, nous serons avec Gérard Pêche, avec Didier Racinet, qui est le fondateur du master de la sécurité à l'EISTI et également qui va faire des assises sur la sécurité. Je vous rappelle que la sécurité, ça comporte tout, le civil, notre propre sécurité, mais aussi la sécurité informatique, la sécurité sur la santé. Bref, vous saurez tout demain. À demain, bonne journée, on vous embrasse. Il faut meubler, après je meuble. Là, hop, ça va reprendre en plein de l'autre côté.